Bonjour et bienvenue sur cette rapide vidéo pour un article du journal L'Express, donc ici sur son site en ligne, un article qui titre « Institut Pasteur, enquête ouverte sur le transport de dangereux virus » en date du 8 mars 2017, donc comme vous l'avez à l'écran. Voici ce que cet article du journal L'Express nous apprend. L'Institut Pasteur fait l'objet d'une enquête judiciaire sur les conditions d'arrivée, dans ce fleuron de la recherche française, d'échantillons d'un virus mortel. L'Institut, qui n'en a pas informé les autorités sanitaires, promet qu'il n'y a pas de risque de contamination. Nous voilà donc bien sûr rassurés. Son nom, le MERS coronavirus, un virus potentiellement mortel. L'Institut Pasteur fait l'objet d'une enquête judiciaire sur les conditions dans lesquelles ce dangereux virus a pu arriver à l'Institut en octobre 2015, depuis la Corée du Sud, sans que les autorités sanitaires soient au courant, révèle mercredi Le Parisien. Le 11 octobre 2015, une scientifique de l'Institut Pasteur de Corée a transporté clandestinement à bord d'un vol Séoul-Paris 3 tubes d'échantillons de MERS coronavirus transmissibles par le chameau et apparu pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient, assure le quotidien. Le virus rangé dans une simple boîte de produits cosmétiques. Le virus, soigneusement rangé dans une petite boîte bleue de produits cosmétiques, est resté ensuite sur l'étagère du bureau d'un chercheur de l'Institut sans aucune précaution sanitaire du 16 au 23 octobre. Tout ceci en dépit des règles nationales strictes du Code de la santé publique ou internationale, relate Le Parisien. Lire aussi la gestion de l'Institut Pasteur mise en accusation. L'affaire n'a été révélée qu'1 an plus tard par une fuite opportune dans la presse coréenne, indique le journal, qui affirme que cet incident a conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire le 19 décembre 2016. Il y a quelques mois, donc fin d'année dernière. Cette affaire intervient alors que depuis quelques mois, l'Institut à la renommée mondiale traverse une crise liée au renouvellement de son directeur général Christian Bréchot. Pas de risque de contamination. La direction du centre de recherche dédié à la santé a pris la décision de détruire en douce les 3 échantillons du virus sans en informer au préalable l'autorité sanitaire, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la NSM donc, et sans même déclarer l'incident sous les 48 heures comme l'impose la loi, poursuit le journal. Pas de danger, assure l'Institut. Les échantillons qui sont arrivés avaient subi un traitement d'inactivation et ne présentaient donc pas de risque de contamination. Nous voilà encore plus rassurés. L'erreur est de ne pas avoir effectué de déclaration auprès de la NSM. Bon, c'est pas très grave, explique au journal Christian Bréchot. Une défense qui n'a visiblement pas convaincu la NSM à l'origine de l'enquête préliminaire confiée aux policiers de la direction régionale de la police judiciaire, révèle Le Parisien. Un rapport d'investigation de la NSM. L'absence de déclaration n'a pas permis la mise en œuvre de mesures de police sanitaire immédiates permettant d'évaluer avec certitude le danger de la situation, ni le déploiement éventuel de mesures de protection des populations, observe la NSM, dans son rapport d'investigation transmis à la justice que Le Parisien a pu consulter. En 2014, l'Institut avait perdu 2349 petits tubes du virus du SRAS, syndrome de détresse respiratoire donc, contenus dans 29 boîtes dans un laboratoire habilité à conserver des organismes hautement pathogènes. Il avait également précisé qu'il n'avait aucun potentiel infectieux. Voilà, donc c'est 2000 et quelques tubes de SRAS égarés. C'est encore l'Express au 20 mai 2014 qui en avait fait un article que je vous ai mis à l'écran en suivant. Tubes de SRAS égarés, deux ministres mettent en cause l'Institut Pasteur. Donc par le journal L'Express, le 20 mai 2014, 2 ans auparavant.
Mi-avril, l'Institut Pasteur a égaré 2300 tubes, environ, un peu plus. 2300 tubes du virus SRAS. Pas du goût de Benoît Hamon et Marisol Touraine qui, dans une note que révèle Mediapart, souligne plusieurs négligences dans la sécurité du laboratoire. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, et Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, à l'époque donc, puisque c'était mai 2014, ont accusé l'Institut Pasteur de négligence après la perte de 2300 tubes contenant des fragments du virus du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, donc pour les syllabes SRAS, dans une note confidentielle, indique mardi le site d'information Mediapart. L'Institut Pasteur a annoncé le 13 avril avoir perdu 2349 petits tubes de virus du SRAS contenus dans 29 boîtes dans un laboratoire habilité à conserver des organismes hautement pathogènes tout en précisant qu'ils n'avaient aucun potentiel infectieux. Les tubes étaient conservés dans un congélateur. Leur perte avait été constatée en janvier dernier lors d'un inventaire, mais signalée seulement 2 mois plus tard à la NSM, Agence du médicament et des produits de santé toujours. Destruction non ordonnée, retard dans la transmission de l'info et carence de sécurité dans cette affaire de la part de l'Institut Pasteur. Selon le site, la note ministérielle datée du 16 avril 2014 toujours, puisque c'est un article de mai 2014, cette note ministérielle datée du 16 avril énumère une série d'anomalies. Forte probabilité de destruction des échantillons non ordonnés par les responsables et sans traçabilité. Retard de 2 mois dans la transmission de l'information aux autorités compétentes. Liste des personnes habilitées non initialement disponibles. Congélateur non sécurisé. Absence de vidéosurveillance. Archives non disponibles le week-end. Le ministre des Affaires sociales n'a pas fait de commentaires. À l'époque, l'inspection de la NSM menée du 8 au 12 avril 2014, toujours donc, n'a pas réussi à déterminer ce qu'il était advenu des souches. Plus de 2300 tubes quand même, a indiqué ce mardi Gaëtan Rudan, directeur de l'inspection de l'établissement. Des tubes probablement détruits. Nous avons conclu à un problème de gestion de la traçabilité au sein de l'Institut, a-t-il ajouté. Tout en soulignant que pour la NSM, excusez-moi pour l'écran qui bouge, c'est les vidéos que l'Express nous envoie en temps réel. Donc des tubes probablement détruits, nous avons conclu à un problème de gestion de la traçabilité au sein de l'Institut. On joue à cache-cache avec les petits tubes et cet article qui n'arrête pas de bouger. À la mi-avril, le professeur Christian Bréchot, directeur général de l'Institut Pasteur, avait estimé que les tubes avaient probablement été détruits et autoclavés, c'est-à-dire stérilisés, sans que cela ait été noté. Un petit peu plus de 2300 tubes. C'est vrai que vu le nombre de tubes qui doit sortir de l'Institut Pasteur et de tous les laboratoires, c'est une toute petite quantité. On peut le supposer. Donc ça n'a pas été noté, ces 2300 tubes peut-être auraient été détruits. L'Institut avait également porté plainte contre X pour faire toute la lumière sur l'affaire. Et oui, c'est sûrement la faute de quelqu'un d'autre. Les activités de recherche du laboratoire ont été suspendues par la NSM, qui a également demandé un nouvel inventaire tube à tube dans tous les laboratoires de l'Institut Pasteur habilités à manipuler des micro-organismes et toxines, MOT, des mots, a précisé Maître Rudan. Cet inventaire est toujours en cours.
Nous voilà encore plus rassurés. En date du 20 mai 2014, donc après une affaire au mois d'avril 2014, je n'ai pas la suite de cet inventaire depuis 3 ans. Est-ce qu'il a été terminé? Qu'a révélé cet inventaire? Ce qui me ramène à la question que je me suis posée avec vous dans d'autres vidéos. Entre les virus naturels qui créent certaines maladies sur Terre et tous ces virus qui ont été manipulés, créés, cultivés, multipliés, mis dans des fioles, perdus dans des tubes, transportés de Corée du Sud dans une boîte de cosmétiques jusqu'en France, où on en est entre des virus naturels produits de manière voilà, par la nature, et des virus peut-être échappés volontairement ou involontairement de tous ces laboratoires, sans compter les travaux de recherche des laboratoires militaires pour les guerres bactériologiques que beaucoup de pays mènent depuis de très très nombreuses années et ont déjà testé dans certains conflits, notamment au Moyen-Orient. Où sont les virus naturels? Où sont les virus sortis de laboratoire dans tout ce qu'on peut rencontrer voilà, comme ça, au quotidien, en se promenant. À bon entendeur, encore une fois, pour réfléchir sur les mesures de sécurité de ces laboratoires qui sont censés donc être sérieux au plus haut point, avec la garantie que ces virus restent bien là où ils doivent rester et ne soient pas comme ça perdus, transportés sans que les mesures de sécurité des plus hautes soient respectées. Donc article de l'Express ici de 2014 et l'article précédent était un article de 2017 pour une affaire de fin 2016. Une petite vidéo pour terminer. À l'époque, donc le 31 janvier 2008, c'est Audrey Pulvar que vous avez ici en tant que journaliste qui signalait la mise en examen pour tromperie aggravée. Je vous le mets en entier à l'écran. Encore une fois, du laboratoire Sanofi Pasteur. Donc laboratoire mis en examen pour tromperie aggravée en ce qui concerne l'hépatite B et la CEP. Sclérose en plaques, toujours. Je vous laisse écouter 2 minutes. Les responsables de 2 laboratoires ont été mis en examen pour tromperie aggravée. Dans l'enquête menée sur les liens entre vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques, cette maladie a peut-être été un effet secondaire direct du vaccin pour au moins 1000 personnes sur les 20 millions de personnes vaccinées contre le virus. Ça, c'était 2008. Pour éviter cette grave maladie, il y a une protection, le vaccin. Ça, c'était la pub à l'époque, en 94. Contre l'hépatite B s'affiche sur tous les écrans. Le virus est présenté comme aussi dangereux que le sida. Le ministère de la Santé rend obligatoire la vaccination pour les enfants, les nourrissons et les adultes à risque. Plus de 20 millions de personnes. Parmi eux, 1300 souffriront par la suite d'effets secondaires neurologiques, dont 1 millier de sclérose en plaques. Les 2 fabricants, Glaxo et Sanofi Pasteur, sont ce soir mis en examen pour tromperie et l'un d'eux pour homicide involontaire. Ces mises en examen étaient évidemment très attendues par les victimes, puisqu'elles viennent consacrer notre thèse qui consistait à dire que la campagne de vaccination contre l'hépatite B avait été très exagérée et qu'on avait procédé pour des raisons de santé publique avancées, en réalité, à des vaccinations en quantité très abusive. Depuis les premières plaintes en 1997, c'est la première fois que les fabricants sont poursuivis pénalement. Depuis 10 ans, aucune des procédures judiciaires n'a permis d'établir formellement le lien de causalité entre ces maladies et le vaccin. La principale association de victimes, qui dénonce une campagne essentiellement marketing de la part des laboratoires, espère que ces mises en examen mèneront à des condamnations. S'il y a eu des effets secondaires graves, plus graves que la maladie elle-même pour qu'elle était censée protéger, je trouve ça tout à fait normal que les laboratoires soient condamnés et indemnisent donc les préjudices des personnes qui ont perdu leur capacité de vie dans une situation tout à fait inadmissible. Depuis 1998, cette vaccination n'est plus obligatoire. Les 2 laboratoires incriminés n'ont pour l'instant pas souhaité réagir. Alors, depuis 1998, cette vaccination n'est plus obligatoire, mais elle risque de le devenir en
2018, janvier 2018. Donc je vous remets l'article à l'écran. Ça bouge un petit peu, pardonnez pour les réglages. Voilà, c'était une info sur le 19-20 de 2008 qui disait depuis 10 ans aucune preuve du lien de causalité entre le vaccin hépatite B et la sclérose en plaques qui l'induirait n'ont été faites. Après des plaintes, donc de nombreuses plaintes dès 1997 suite à ces campagnes de vaccination entre 1994 et 1996, notamment massives dans les collèges, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a pas eu de condamnation du laboratoire Sanofi Pasteur pour le lien entre le vaccin hépatite B et la sclérose en plaques, puisque comme je vous l'avais présenté dans une autre vidéo, Sanofi Pasteur a été condamné en Cour de justice de l'Union européenne, siégeant au Luxembourg, le 21 juin 2017, pour indices graves et concordants entre la vaccination hépatite B et le développement d'une sclérose en plaques, même en l'absence de preuves scientifiques formelles qui viendraient d'études, et le laboratoire a été condamné pour vaccin défectueux. Je reprendrai dans une mise à jour un grand article de 5 pages sur le blog d'une avocate, maître Claire Pichon, qui décortique très bien cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juin 2017 et qui vous éclairera un petit peu plus si vraiment il y a encore des détracteurs qui sont là à opposer certains arguments comme moi j'ai eu. Oui, mais c'est pas sur des preuves scientifiques que le laboratoire Pasteur a été condamné. Peu importe, il y a dangerosité du vaccin pour des indices graves et concordants et assez suivis rapidement dans le temps. Et cette condamnation permettra d'autant plus, comme le dit cette avocate Claire Pichon, donc, de permettre aux victimes de faire reconnaître leurs préjudices, même en l'absence de preuves scientifiques, d'études formelles qui tracent très clairement, de manière scientifique, donc dans les modalités que demandent ces études scientifiques, même si elles n'existent pas, ça permettra, cet arrêt de la Cour de justice européenne du 21 juin 2017, d'établir la responsabilité du vaccin défectueux, d'établir la responsabilité du laboratoire et de demander réparation au laboratoire. Voilà pour ces deux articles et ces quelques précisions encore sur les poursuites engagées contre Sanofi Pasteur, mais aussi contre d'autres laboratoires, avec la vidéo que je vous ai faite précédemment sur les 100 familles qui en France engagent donc une procédure contre les 4 laboratoires Sanofi Pasteur, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, GSK et Pfizer, donc pour lien entre l'autisme et le vaccin ROR. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager ces informations à toutes les personnes qui en auraient besoin. Et si vous avez encore des sources, des informations complémentaires à y ajouter pour que ce soit encore plus clair et plus précis, n'hésitez pas aussi. Bon courage, à très bientôt.